Il est midi, et la ville semble avaler les gens comme si les rues étaient des bouches qui n'oublient rien. Margot tient un sac en plastique mince et regarde les étals du marché sans vraiment y croire, les yeux fatigués qui fuient les regards des passants. Antoine est assis sur un trottoir proche, un manteau trop fin sur les épaules et des bouteilles froissées dans un sac qui a connu déjà trop de mains. L'air est chaud, la poussière colle aux lèvres, un mélange d'odeurs de poisson et de savon remplit la ruelle, et le bruit des vendeurs ricoche contre les murs comme un roulement de tambour. Margot a l'odeur de savon bon marché qui tente de cacher autre chose, et ses mains tremblent quand elle serre le sac qui contient les quelques pièces qu'elle a réussi à gagner. Ce jour-là, une chute va changer l'angle de sa vie, un petit choc qui va ouvrir une porte inattendue. Ce geste va révéler une promesse et une chaîne de décisions qui transformeront Margot et surprendront même ceux qui la croyaient déjà perdue. Restez pour voir comment une rencontre improbable entre un homme qui ramasse des bouteilles et une femme qui croyait tout perdu a déclenché une reconstruction que personne n'avait prévue. Margot vivait maintenant au jour le jour. Elle passait ses matins à chercher des petits boulots sur la place, ses après-midi à mendier près du marché, ses soirées à compter des pièces sous une couverture sur un banc. Le soleil chauffait sa nuque quand elle poussait son sac, la texture rugueuse du plastique lui rappelait des heures passées à trier. Son estomac faisait des nœuds d'inquiétude et ses doigts connaissaient la fatigue de l'hiver. Elle parlait peu, écoutait beaucoup, et chaque refus d'un commerçant était un coup qui se répercutait dans sa poitrine. Au marché, les voix des vendeurs étaient une rumeur constante. Le cri des marchands faisait écho à la corde d'un vieux tambour, et les odeurs de coriandre et de friture se mêlaient au relent de métal des canettes abandonnées. Un matin, elle s'approcha d'un étal pour proposer de balayer contre un bol de riz. Et c'est là que Karim, le vendeur, et Hawa, la marchande de pain, la regardèrent avec cette combinaison d'indifférence et de jugement qui pèse plus lourd qu'un sac de briques. Elle essaya de sourire, d'expliquer, et finit par accepter une tâche minuscule. Karim frotta ses mains et dit d'un ton tranchant mais pas tout à fait cruel « Tu vas balayer, et si tu fais du bon travail, tu auras un bol. » Hawa ajouta en remuant la pâte « On peut aider, mais on ne peut pas tout porter. » Margot sentit la salive sèche dans sa bouche, la poussière du sol colla à ses ongles et le goût du riz ne lui revenait que sous forme de promesses lointaines. Ce quotidien de débrouille et de honte était ponctué de petites victoires et de grands renoncements, et elle apprit à compter sur peu. La frustration monta une journée au marché quand une dame versa son panier par mégarde et qu'un morceau de pain tomba à terre. Margot le ramassa avant qu'un chien ne le touche, et un client la vit puis fit un geste de dégoût. La scène s'intensifia. Il y eut un dialogue rapide et aigu entre Margot et le client, suivi par une querelle plus large. Voici comment cela se déroula. Le client cria « Ramasse ça, c'est sale, vous ne pouvez pas garder ça pour vous !» Margot répondit d'une voix basse « Je n'ai pas d'autre chose, s'il vous plaît. » Karim intervint « Madame, laissez-la, elle travaille ici. » Le client répliqua « Travailler, c'est malpropre. » Hawa tenta d'apaiser. « Il y a de la nourriture, ce n'est pas un crime. » Le client menaça. « Alors prouve-me que tu mérites le bol. » Margot sentit la chaleur monter à ses joues. Sa gorge se noua. Elle dit « Je peux balayer, je peux aider toute la journée. » Le client ricana. « Et qui va te payer? Pas moi. » Un silence tomba. Le marché semblait se figer, et Margot sentit le monde tourner autour d'elle. Les odeurs piquantes de poisson et de sauce se mélangèrent au métal froid des canettes que tenait Antoine plus loin, et ce mélange d'odeurs et de textures devint la toile sur laquelle se peindrait la prochaine scène. La honte la suivit jusque dans ses gestes, et sa respiration se fit courte, comme si chaque inspiration était une demande d'autorisation. Puis vint la chute. Une femme plus âgée trébucha près de la grande poubelle au bout de l'allée. Son panier s'éclata, des épluchures et des plastiques partout. Personne ne bougea d'abord, les regards glissèrent, certains détournèrent les yeux. Margot vit la femme tomber et sentit son corps se tendre. Antoine la regarda aussi, ramassa une bouteille et fit un pas. La femme gémit, son visage perdait couleur, ses mains cherchaient le sol, comme si elle cherchait une réponse. Margot sentit l'odeur âcre des ordures, le bruit des cartons qui se déplacent sous des pieds pressés, la texture rugueuse du pavé contre sa paume quand elle s'accroupit. La décision fut rapide et silencieuse. Margot, encore hésitante, tendit la main. La femme, les yeux plissés, murmura « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Antoine leva la tête et dit « Laissez-moi tenir sa tête ». Margot répondit « Je vais appeler une infirmière ». Karim cria « Un taxi! Quelqu'un appelle un taxi !» Hawa attrapa une bouteille d'eau et la pressa sur les lèvres de la femme. Antoine dit doucement « Elle a besoin d'être posée, pas bousculée. »
Margot sentit ses doigts se mêler à d'autres mains. Elle entendit le frottement du tissu, le souffle court de la femme, et un petit ordre qui se glissa comme une promesse. « Je reste avec elle. » Ce moment fut le point de bascule. La petite action de poser une main sur une épaule devint le début d'une chaîne d'actes qui bouleverserait les destins de plusieurs personnes. Antoine posa avec délicatesse la tête de la femme sur le trottoir, vérifia son pouls et expliqua d'une voix étonnamment assurée « Elle respire, mais elle est faible ». Margot, d'abord surprise par sa compétence, demanda « Vous savez quoi faire ?» Antoine répondit « J'ai vu pire, je sais quand appeler l'aide ». Karim souffla « On appelle l'infirmière du centre, Sophie ». Awa, déjà au téléphone, dit « Sophie arrive, tenez bon ». La femme murmurait « Je m'appelle Marguerite, j'ai mal ». Antoine sourit et dit « Je suis Antoine, je vous aide, Marguerite ». Margot sentit un lien étrange se former entre elle et cet homme qui tenait un sac de bouteilles. Sa voix était chaude, malgré la saleté incrustée dans ses ongles. Sophie arriva, une infirmière au visage fatigué mais aux mains sûres. Elle toucha la tempe de Marguerite et dit « On va la transporter au dispensaire, elle a besoin de repos ». Antoine proposa « Je peux porter ses affaires ». Sophie répondit « Merci, mais on a besoin d'un document d'identité ». Antoine répliqua « Elle n'en a peut-être pas ». Sophie hocha la tête « On fera une fiche provisoire, mais il faut la transférer ». Margot sentit la reconnaissance monter, l'odeur antiseptique du sac de premiers soins, le son lointain d'une sirène qui s'approche et la texture rugueuse du sac d'Antoine contre sa paume quand il lui confia une petite couverture. La décision collective prit forme et une promesse silencieuse s'installe entre ceux qui ont aidé et celle qui a été aidée. Le geste d'Antoine fut petit mais chargé de sens. Il offrit à Marguerite sa propre couverture. Il donna un morceau de pain qu'il gardait et il murmura « On s'occupe de toi ». Margot regarda ce partage humble et sentit quelque chose en elle changer. Elles parlèrent toutes les deux avec Antoine dans le camion du dispensaire. Marguerite prit la main d'Antoine et dit « Merci pour la chaleur ». Antoine répondit « On se protège les uns les autres ». Margot, qui observait, ne put retenir une question. « Pourquoi vous faites-vous ça pour des inconnus ?» Antoine sourit en montrant son sac. « Parce que j'ai appris qu'on finit par être ce que l'on donne. » Marguerite renchérit. « Il y a des jours où une bouchée change tout. » Cette conversation simple scella une promesse mutuelle. Antoine donna son nom et Margot entendit dans la façon dont il parlait une dignité qui n'avait pas encore été brisée. Il y eut un échange de regards, un accord tacite que leur chemin continuerait d'être lié. L'action de partager se transforma en lien qui allait pousser Margot à repenser sa vie. La révélation sur Margot vint plus tard, quand elle accepta de parler à voix basse avec Sophie et Antoine pendant que Marguerite était pris en charge. Margot avait eu autrefois un appartement, un nom qui sonnait bien dans certains salons, des amis comme Madame Lefebvre qui organisait des réceptions, un mari qui signa des chèques. Puis la vie s'était resserrée comme un cercle de feu. Une séparation, des dettes, un licenciement, la honte qui s'infiltre et la pousse hors des cadres favoris. Elle perdit son adresse, ses papiers s'égarèrent, la honte la poussa à fuir les visages connus. Les 2 paragraphes de son histoire tenaient le temps d'une respiration. Dans son enfance, elle avait appris la valeur des conversations et des livres. Son père lui lisait des récits qui parlaient d'honneur. Puis la virait mauvaise, l'envie de partir, une décision qu'elle croyait émancipatrice et qui l'enchaîna à la précarité. Elle expliqua que la chute fut lente, faite de petites décisions mal placées et d'un refus d'avouer la honte à ceux qui l'avaient connue. Cette confession fut un déverrouillage, une clé qui expliqua pourquoi une femme comme elle pouvait maintenant ramasser des boîtes et balayer pour un bol de riz. L'explication connecta son présent à ses actes et ouvrit l'espace pour la compassion. Il y eut un tournant plus dur encore, un moment de tension qui sembla pouvoir briser tout ce qu'ils avaient commencé à construire. Un soir, en rentrant du dispensaire, Marguerite fut heurtée par une moto qui filait trop vite dans la ruelle étroite. Les cris retentirent, le métal claqua et la poussière monta comme une voile. Voici le premier moment de rupture. Antoine bondit, ses mains tremblantes cherchant un pouls, le sang discret colorait la manche de Marguerite. Des passants crièrent, Youssef le boulanger sortit un chiffon, Claire la voisine apporta un seau d'eau. Le visage d'Antoine était blanc mais déterminé. Il dit « Restez calme, on va la bouger doucement ».
Sophie appela l'hôpital local. Dr Mbaye répondit à l'appel en posant des questions rapides. La scène était lourde d'odeurs de carburant et de bois mouillé. Les sons étaient coupés et la décision de transporter Marguerite malgré la douleur créa une fracture dans leur espoir. Pendant ces minutes, chacun sentit l'horizon s'écarter et un silence épais pesa comme une loi. Ils réussirent à stabiliser Marguerite, à la charger dans une voiture, mais l'incertitude demeura. Ce moment fut l'épreuve où la solidarité doit prouver sa force ou se défaire. Au dispensaire, la tension ne diminua pas. Le docteur Mbaye fit des examens rapides et annonça qu'une intervention serait nécessaire. L'hôpital était un lieu de lumière fluorescente, d'odeurs antiseptiques et de gestes précis. Sophie expliqua en termes simples au groupe que Marguerite avait une fracture du bassin et une contusion au thorax, et que l'opération pouvait durer plusieurs heures. Elle ajouta « Nous allons la stabiliser et appeler le service de chirurgie. Il faudra aussi compléter une fiche administrative. » Antoine demanda « Qui va payer ?» Dr Mbaye répondit « On commence. D'abord, on réglera les papiers après. » Bruno, le responsable du centre social, arriva avec des documents et dit « On va couvrir les frais d'urgence, mais il faut des signatures. » Margot sentit l'air tourner. Elle avait la possibilité d'aider, mais n'avait pas de ressources. Le doute s'installe, la peur de perdre la femme qui avait déclenché ce lien. Ce fut un deuxième moment de tension. Il dura des heures d'attente et d'incertitude. Un test de la volonté collective et de la capacité du réseau à agir. Les mains de Sophie tremblaient un peu. Antoine répétait des paroles rassurantes comme des mantras. Et Margot comprit qu'il y avait des barrières administratives qui pesaient plus que la douleur physique. Ils durent naviguer entre l'urgence médicale et la paperasse sociale, une lutte qui monta et mit à l'épreuve leurs ressources et leur patience. La reconstruction commença après l'opération. Marguerite resta quelques jours au service, entourée d'infirmières et d'une équipe qui s'organisa. Sophie sut trouver un lit. Bruno organisa la prise en charge financière grâce à un fonds d'urgence géré par l'association locale. Et Youssef apporta du pain chaud à la chambre. Antoine visita chaque jour, apportant une bouteille d'eau, un sac de bouteilles à vendre pour ramener quelques sous et des histoires simples qui faisaient sourire Marguerite. Margot participa aux soins, nettoya la chambre, parla avec les infirmières et sentit qu'une nouvelle force grandir en elle. Au début, elle s'exprimait en courtes phrases. « Que puis-je faire ?» Antoine répondait « Tu es déjà ici, ton aide compte. » Sophie enseigna à Margot comment changer un pansement et expliquer des symptômes. Dr Mbaye prit le temps d'expliquer le processus chirurgical en termes accessibles, disant « Nous avons fixé la fracture, il faut maintenant repos et rééducation. Des séances de kiné seront nécessaires pendant plusieurs semaines. » Cette explication simple calma les inquiétudes et donna des repères clairs. La récupération fut lente mais structurée, faite de petites victoires sensorielles comme le goût retrouvé d'une soupe, le bruit heureux d'un pas qui reprend confiance, le toucher apaisant d'une main amie. Le projet de reconstruction prit forme lorsqu'une petite association de recyclage, dirigée par Claire, proposa un emploi à Antoine pour organiser une collecte de bouteilles et structurer un réseau de tri dans le quartier. Antoine accepta et proposa d'inclure Margot comme volontaire pour l'accueil des dons. Claire engagea aussi Sophie pour superviser une formation d'hygiène, et Bruno promit de faciliter l'accès à un microcrédit pour des outils. Parmi les personnages qui firent avancer l'histoire, on nomme aussi Youssef, qui fournit des repas, Madame Lefebvre, qui fit un don discret, et Karim, qui offrit un petit espace à côté de son étal pour un point de collecte. Les premiers jours furent des tâtonnements, des dialogues longs et francs où chacun proposait une idée et écoutait l'autre. Margot découvrit qu'accueillir les gens la remplissaient d'un sens nouveau, qu'organiser le tri des bouteilles, parler aux voisins, expliquer la valeur d'un geste quotidien lui donnait une place qu'elle croyait perdue. Les gestes de la vie quotidienne, le frottement des sacs, l'odeur du plastique humide, les sons des conversations autour d'une table devinrent sa nouvelle matière première. Petit à petit, ils montèrent un programme de réinsertion, un emploi déclaré pour Antoine, des certificats pour les volontaires et une reconnaissance officielle du quartier. Le troisième moment de tension survint quand un audit administratif remit en question la subvention promise. Des fonctionnaires demandèrent des documents, des justificatifs, et la peur d'une coupure de fonds planait. Sophie, Claire, Bruno et Madame Lefebvre se mobilisèrent pour fournir des preuves, des attestations et des témoignages. Il y eut une réunion serrée où les émotions bouillonnaient. Certains craignaient que tout s'effondre, d'autres maintenaient une foi calme.
Margot prit la parole et dit avec une voix qui tremblait mais tenace: « Nous avons sauvé une vie ensemble. Ce projet n'est pas un budget, c'est une main tendue. » Youssef ajouta: « Ce qui compte, c'est l'impact sur les gens ici. » Après des jours de négociations et de courriers, la subvention fut finalement confirmée, avec quelques ajustements. Mais la peur avait montré à tous combien la rupture d'une aide pouvait défaire des mois de travail. Ce fut une leçon sur la fragilité des projets sociaux et sur la nécessité d'une solidarité continue. L'émotion collective renforça leur engagement et fit naître de nouvelles idées pour assurer la pérennité du programme. Les mois suivants racontent la reconstruction concrète et le changement durable. Au premier mois, Marguerite était sortie de l'hôpital, son pas encore hésitant, mais son sourire présent. Antoine travaillait déjà pour la coopérative de recyclage, triant les bouteilles, formant des jeunes du quartier et rapportant fièrement un premier petit salaire. Margot avait commencé à tenir l'accueil du point de collecte, prenant en charge les fiches, parlant aux donateurs et réapprenant le contact humain sans honte. Claire avait obtenu un petit local grâce à un don de Madame Lefebvre. Et Bruno avait signé le document qui permettait à Antoine d'avoir une reconnaissance officielle. Sophie fit des séances de suivi et Dr Rambayet signa une attestation médicale pour la rééducation. On voyait des preuves tangibles, une carte d'employé pour Antoine, un reçu de salaire, des certificats de formation pour 2 volontaires et des photos du local avec des affiches de sensibilisation. Les voix du marché sonnaient différemment, il y avait plus d'entente et le mot « espoir » commença à circuler dans les ruelles. Les odeurs du pain de Youssef et du savon remis par Sophie devenaient des marques d'une vie qui se retisse. Au 3e mois, la structure avait pris de l'épaisseur. Le point de collecte fonctionnait 12 heures par semaine. Antoine encadrait désormais une petite équipe composée de Youssef, Karim, Awa et 2 jeunes. Volontaire. Margot avait reçu une attestation de compétences signée par Claire et Sophie et commença à enseigner des ateliers d'accueil et d'hygiène. Le nombre de familles aidées augmenta. Ils établirent un partenariat avec le dispensaire local pour fournir des soins de base. Et un petit fonds d'entraide fut ouvert. Les chiffres devinrent réels. 20 litres de bouteilles collectées par semaine, 10 familles bénéficiant d'un colis alimentaire mensuel et 3 personnes intégrées dans des emplois précaires mais déclarés. La communauté s'impliqua davantage. Madame Lefebvre offrit une aide logistique pour un événement de collecte. Bruno organisait une réunion avec la mairie et Dr Mbayet accepta de donner des consultations gratuites 1 fois par mois. Margot souriait plus souvent. Elle racontait son histoire lors d'ateliers et voyait des visages qui trouvaient réconfort dans ce qu'elle avait vécu. La honte se muait en outil de transmission. 6 mois après cette rencontre, le changement avait une forme solide. Antoine était embauché officiellement par la coopérative de recyclage, il recevait un salaire et cotisait pour sa sécurité sociale. Margot habitait une petite chambre meublée grâce à un bail social aidé par la mairie. Elle avait récupéré une pièce d'identité grâce à l'aide administrative fournie par Bruno et Claire, et elle avait commencé une formation en médiation sociale financée par une fondation locale. Le centre comptait désormais des partenariats avec une ONG de la ville. Ils avaient un rapport d'activité, des reçus, des preuves de distribution et une page qui montrait des témoignages. Les noms venaient naturellement en exemple. Antoine qui dirigeait le tri, Claire qui coordonnait, Sophie qui veillait aux soins, Bruno qui gérait les relations institutionnelles et Madame Lefebvre qui continuait ses donations discrètes. Les preuves tangibles étaient là, contrat de travail d'Antoine, attestation de domicile de Margot, fiche de paie, photo de la remise de certificats et un numéro de compte pour le fonds d'entraide. La transformation n'effaçait pas tout le passé, mais offrait une nouvelle dignité. Les gestes simples comme une soupe partagée ou un reçu signé devenaient les pierres d'un nouvel édifice. Au final, l'image qui reste est simple et puissante. Antoine n'était pas un héros parfait. Il était un homme avec des bouteilles et des poches usées, mais il avait offert ce que beaucoup oublient offrir, une attention constante et des actes répétés. Margot n'était plus celle que la honte avait enfermée. Elle était devenue une voix pour d'autres, une femme qui accueillait, qui organisait, qui faisait la liaison entre les personnes blessées et les soins. Des personnes comme Sophie, Claire, Bruno, Youssef, Karim et Madame Lefebvre avaient joué leur rôle comme on assemble des mains pour porter une personne sur la rive. Cette histoire montre que la dignité se reconstruit par des actions modestes mais tenaces, que des preuves comme un contrat, une fiche de paie et une attestation de formation peuvent changer le cours d'une vie. Redonner un sens.
Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que d'autres sachent que la bienveillance a des effets concrets. Inscrivez-vous pour suivre la suite des projets que nous montrons et surtout, dites-nous dans les commentaires gesto quel petit acte de bonté vous avez vu ou fait qui a changé quelque chose. Vos mots aident à bâtir une communauté qui soutient et inspire. Si vous voulez continuer à voir comment ces vies évoluent, abonnez-vous et suivez la série qui accompagne Antoine, Margot et le collectif du marché. Cette rencontre improbable entre un homme qui ramasse des bouteilles et une femme qui croyait tout perdu a mis en mouvement des gens et des institutions, et elle rappelle que personne n'est définitivement seul dans la rue. Un morceau de pain donné, une couverture prêtée, une signature apposée sur un document ont suffi pour faire basculer des destins. Aujourd'hui, Margot s'implique, Antoine dirige une petite équipe et le quartier a retrouvé une capacité à se soutenir. Partagez cette histoire, parlez-en autour de vous et souvenez-vous qu'un geste simple peut ouvrir une porte que personne n'imaginait.